Et si on s'intéressait aux différentes contributions et autres collectes de fonds initiées dans le sillage de la lutte contre Boko Haram, dans plusieurs régions du pays, des millions de francs CFA ont été collectés pour, apprend-on, venir en aide, soutenir les soldats engagés au front. Ainsi donc, le président de la République a créé cette semaine un compte bancaire intitulé Contribution pour la lutte contre Boko Haram. Comment est-il possible de comprendre cet acte du chef de l'État et percevoir aussi ces différentes contributions qui avaient déjà pris leur envol dans plusieurs régions du pays? Comment comprendre aussi que Judith Viviane Douala, cette jeune Camerounaise, n'arrive toujours pas à avoir les nouvelles de son bébé, disparu 7 heures après sa naissance au centre médical de la police du côté de Yaoundé? Le délégué général à la Sûreté nationale avait d'ailleurs donné un ultimatum à ses collaborateurs, 48 heures précisément, pour retrouver les traces de ce bébé, sauf qu'il n'en a été rien jusqu'ici. La mère de ce bébé a d'ailleurs été expulsée de force, nous apprend le messager de cet hôpital, et désormais elle est retournée dans son domicile, sauf son enfant. Nous allons également nous intéresser au cours de cette édition de Droit de réponse à l'incendie survenu à la communauté urbaine de Douala. Occasion pour nous d'évoquer les causes de cet incendie, mais surtout les supputations qui ont eu cours dans la presse. Des supputations sur lesquelles le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala est revenu, affirmant que même si des points névralgiques de cette institution sont partis en fumée, il n'en demeure pas que des dossiers brûlants continuent de rester dans son bureau et donc en sécurité. Madame, bonjour, messieurs, bienvenue sur Droit de réponse. Droit de réponse, c'est ce programme qui se propose de disséquer l'actualité telle que vue par la presse afin de susciter le débat ici. Et comme tous les dimanches d'ailleurs, des acteurs de la société civile, des hommes politiques, des journalistes et des experts se relaient sur ce plateau pour tenter peut-être de nous faire voir et comprendre ce que la presse, elle, n'aurait pas pu. Pour nous ressourcer et savoir comment la presse a traité de toutes ces actualités, un tour à nouveau dans les kiosques avec vous, Cédric Noufélé. Bonjour Cédric. Bonjour Sandrine. Merci d'être là ce dimanche encore. Beaucoup de faits de société qui frisent la politique cette semaine. Cette semaine, la presse a tenté d'éclaircir cette nébuleuse autour des opérations coup de cœur qui se multiplient à travers le triangle national pour soutenir les forces de défense et les populations victimes des affres de la guerre contre Boko Haram. À ce sujet, la Nouvelle Expression est convaincue que Paul Biya, le chef de l'État, a cédé à la pression des médias en créant un compte spécial où sera viré l'argent collecté pour soutenir cette lutte contre Boko Haram. Mutation évalue à 59 millions de francs CFA l'argent perçu à mi-parcours par le ministère de la Défense. Pour les denrées alimentaires, un comité de gestion a été mis sur pied dans les services du gouverneur à l'extrême nord, mais Mutation n'écarte pas pour autant les risques de détournement de l'argent frais collecté auprès des populations. Le spectre du coup de cœur de 1994 plane sur la gestion de ces fonds, ce qui suscite une grosse interrogation du messager, qui sont les destinataires de l'effort de guerre. Ce journal souligne déjà des grognes au sein des forces de défense et de sécurité. Au regard de la controverse autour des destinataires de l'effort de guerre, ce journal craint une amplification des susceptibilités et des frustrations causées par un traitement discriminatoire dans la Grande Muette. Pour éviter cela, Mutation publie les propositions du SDF et de quelques économistes. Ce parti de l'opposition exige la mise sur pied d'un comité de gestion indépendant. Un expert, quant à lui, propose que ces contributions en espèces soient redistribuées en primes aux soldats ou aux familles de ceux qui ont perdu la vie sur le champ de bataille. Cependant, les premiers cas d'injustice ont déjà été identifiés. Le messager reproche au chef des armées de diviser les soldats. Paul Biya a décerné des médailles de la vaillance rien qu'aux éléments du bataillon d'intervention rapide. Pourtant, le messager pense que les différentes composantes de l'armée camerounaise se battent elles aussi au front, au péril de leur vie. Mutation interpelle également le chef de l'État sur les autres soldats du BIR oubliés lors de la publication des récipiendaires de ces médailles. Ce journal indique qu'une réflexion est en cours au palais d'Etoudi pour désamorcer les tensions au sein de l'armée. Cette semaine, la presse a également été choquée
par le comportement des autorités depuis la disparition d'un bébé dans un centre médical de la police. Donc, aux dernières nouvelles, Mutation affirme que la mère du bébé a été expulsée de la maternité et ramenée de force à son domicile. Ce journal décrit la violence des forces de défense de l'ordre durant cette expulsion. Pendant ce temps, la presse est surprise par l'attitude des ministres des Affaires sociales et sa collègue de la promotion de la femme et de la famille. Le jour caricature ces deux ministres, toutes les deux silencieuses depuis le déclenchement de cette affaire. Mutation rappelle que les infirmières auditionnées à la direction régionale de la police judiciaire à Yaoundé n'ont rien vu ni entendu lors de la disparition de ce bébé le 29 mars dernier. Dans une interview accordée au Messager, le père du bébé ne souhaite qu'une seule chose, que la gendarmerie se saisisse de l'affaire. Un autre drame est survenu, cette fois-ci à Douala. Les flammes ont ravagé plusieurs bureaux de la communauté urbaine de Douala. La presse est allée fouiller sous le décombre pour remettre au goût du jour la problématique de la gestion des incendies dans la ville de Douala. Le Messager s'interroge pourquoi la communauté urbaine de Douala ne dispose pas d'un système de sécurité incendie malgré ses moyens financiers. Au regard des services stratégiques touchés par cet incendie, le docteur Fritz Ntonentone tente de rassurer dans les colonnes de la Nouvelle Expression. Selon le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, les informations n'ont pas été perdues malgré la disparition des documents dans les flammes. Ces affirmations sont remises à rude épreuve dans les colonnes de la Nouvelle Expression. Un expert craint que le délégué du gouvernement peut aisément manipuler ces informations stratégiques dans le but de se dédouaner en cas de problème. La Nouvelle Expression révèle également qu'une récente mission du ministère des Finances à la communauté urbaine de Douala montre à suffisance qu'il y aurait des irrégularités et des manquements dans la gestion budgétaire de cette collectivité territoriale décentralisée. À ce sujet, OAS Littoral annonce l'ouverture de 3 enquêtes administratives, judiciaires et techniques pour déterminer les causes réelles de cet incendie et éventuellement établir des responsabilités. Merci à vous Cédric pour ce tour de la presse au sujet des sujets arrêtés dans le cadre de droit de réponse. Je signale que nous allons reparler de ces opérations coup de cœur. On va également évoquer le vol de ce bébé, mais aussi l'incendie à la communauté urbaine de Douala. On retrouvera donc Céline Oufélé dimanche prochain pour une autre revue de la presse. Place maintenant donc à la présentation de nos invités, ceux qui ont accepté d'être avec nous ce dimanche. Maximilien Gombe, bonjour. Bonjour Sandrine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre de la société civile, vous êtes notamment au sein du REDAC qui a fait parler de lui, cet organisme, voilà, ces dernières semaines. On se souvient notamment que le ministre de la Communication a fait une sortie dans laquelle il évoquait des révélations que votre organisation a fait autour de la lutte contre Boko Haram, parlait notamment des exactions des personnes qui auraient été tuées dans des conditions jusqu'ici non élucidées. Merci. Avant de répondre, je voudrais dire bonjour aux panélistes, bonjour à tous les spectateurs de Equinox Télé. C'est toujours un plaisir. Comme j'avais dit, je ne commenterai pas les commentaires. Tout le monde a écouté le ministre de la Communication. J'espère que tous ceux qui ont lu la déclaration du REDAC ont compris de quoi il était question, parce que l'amalgame a été fait autour du REDAC. On parlait d'une situation précise, avec des protagonistes précis, et dans un lieu précis. Et une fois de plus, l'histoire nous a donné raison. Très bien. Merci. Merci donc d'être avec nous ce dimanche. Nous disons également bonjour à Jean-Aïs Sibessala. Bonjour. Bonjour Sandrine, bonjour chers téléspectateurs. Vous êtes un homme politique, vous militez au sein du RDPC. Vous êtes, on va dire, lors de l'ancienne mandature à la commune d'arrondissement de Douala 5e, très célèbre ces derniers temps quand même. Vous étiez adjoint au maire. Ça va, l'après-mairie, tout se passe bien? Disons, Douala 5 sort petit à petit de cette douloureuse qui a frappé notre commune et même notre section. Je crois qu'on ne doit pas s'éterniser dessus. Il faut qu'on s'éveille et qu'on regarde devant. Alors, je voudrais justement avoir votre réaction. Vous savez, la session s'est achevée au Parlement, à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il y en a quand même qui
se sont quand même indignés pour certains, d'autres qui se sont étonnés de ce que lors du renouvellement des bureaux, il y a encore Kavaye Djibril, quand même 21 ans au perchoir, Massenia Difenji pour le 3e mandat. Comment vous percevez cela? Vous pensez que c'est un processus où on devrait s'habituer? Est-ce qu'on devrait s'habituer finalement à savoir que à chaque mandat, chaque législature, disons-le comme ça, on devrait voir les mêmes? Quand on regarde l'Afrique, surtout l'Afrique qui tente de lever la tête, on déplore l'instabilité politique de l'Afrique. Et je vous assure, tous les économistes du monde s'appuient sur ce fait-là, cet élément, pour empêcher que les investisseurs viennent en Afrique pour dire que c'est instable. On va mettre de l'argent, ça ne va pas marcher. Or, le Cameroun, dans cette forêt d'instabilité, s'illustre par sa stabilité politique. Et je salue effectivement ce fait-là. Je trouve que c'est une bonne chose. Je dis toujours qu'il faut relire l'ouvrage de Rostow qui parlait des étapes pour atteindre le développement. Nous ne pouvons pas tout maîtriser en un laps de temps comme le font les pays industrialisés. C'est-à-dire on change tous les jours, les gens, on change même ceux qui n'ont pas d'expérience. On se retrouve dans une spirale tout simplement parce qu'on veut changer. On enlève ceux qui sont capables, on met les autres. Donc moi, je trouve que c'est un bon point que le Parlement camerounais non seulement soit au complet, mais apparemment gère la situation pacifiquement et dans une bonne ligne. Mais sauf qu'il y a les partis de l'opposition, notamment le SF, qui se plaignent de ce que ces propositions de loi continuent d'être rejetées. Les commissions d'enquête demandaient jusqu'ici de la peine à être mises sur pied. Alors, vous voyez, simplement, en matière de stabilité... Tout à fait. Je pense que l'opposition, si elle veut vraiment que ces textes, ces visions, ces programmes passent, ils doivent travailler le peuple. Proposer un bon programme à la population pendant les élections, ils seront majoritaires et ils pourront donc faire ce qu'ils veulent. Mais c'est nulle part ailleurs que tu es dans l'opposition et tu imposes à ceux qui sont majoritaires ce qu'ils doivent faire. Non, soyons clairs, chacun joue son rôle. Que l'opposition s'illustre par des propositions avantageuses pour notre pays et ce sera entendu par les électeurs. Très bien. Merci donc à vous d'avoir répondu à notre invitation. Notre troisième invité, Hilaire Zipan, bonjour. Bonjour Sandrine, bonjour à tous les téléspectateurs. Merci d'être là. Vous faites partie du mouvement progressiste, oui. Dont on n'entend pas beaucoup parler. Peut-être pas le coordonnateur, mais chargé de la communication qui suis-je, je m'exprime sur les sujets les plus préoccupants. Nous sommes exprimés sur la guerre de Boko Haram, nous sommes exprimés également sur le budget, nous sommes exprimés également sur les problèmes des populations. Je vois que vous voyez que le chargé de la communication, d'ailleurs, vous m'avez invité à ce titre-là. Très bien. Merci donc d'être avec nous ce dimanche. Alors, s'il vous était demandé de dire un mot, vous savez, cette semaine, le 6 avril, la presse a fait état du putsch manqué. Vous vous en souvenez certainement de 1984. Alors, quelques années après, le commentaire que vous faites, c'est lequel? La presse, vraiment au-delà du devoir de mémoire, est-ce que cela devrait davantage interpeller le Cameroun au regard de la situation sécuritaire qui prévaut? Oui, on peut déplorer le fait que les gens ont tenté de prendre le pouvoir par les armes, mais tout autre, à côté de nous, le général Bouhari a pris le pouvoir par les armes. Il n'en demeure pas moins que les populations nigériennes ont estimé qu'il est l'homme de la situation. Toute proportion gardée, on peut faire une similitude parce que le 6 avril 1984, c'était le général Bouhari qui était au Nigeria. J'ose pas croire que les puntistes vont se dire que c'est la lampe pour eux pour revenir au pouvoir par voie démocratique. Qu'à cela ne tienne, il ne faut pas beaucoup s'apaisantir. C'est un événement, c'est une péripétie de notre histoire. On a tiré presque toutes les conséquences. Mais il y a des non-dits et je crois que le régime actuel du RDPC, certainement, ne va pas ouvrir les placards pour déterrer un certain nombre de révélations. Il faudra attendre cela passer. J'ose croire qu'on va arriver au moment de pouvoir clarifier certaines situations, que cela se passe sans passion, comme de la même manière avec les UPCistes en 1960. Et de cette manière-là, la jeunesse aura la trajectoire assez réelle de notre histoire pour que le rôle qu'a joué par exemple les Oumniobe, les Osanda Afana, les Aïdjo, et sans oublier aujourd'hui les héritiers. Mais je conclus en disant que le Nord fait partie entièrement du Cameroun. C'est à peu près 43% de l'électorat camerounais. Je pense que c'est une partie du Cameroun qui mérite beaucoup d'attention.
cela n'est toujours pas fait et Boko Haram il fait son livre parce que plus ou moins les budgets d'investissement public ne sont pas faits à bon temps. Je crois que M. Aïssi Bessala, qui est tout à fait placé au nom du RDPC, nous apportera des éléments précis quant à la consommation du budget dans cette zone-là, parce qu'on en déplore qu'il est à peu près de 2%. Donc je conclus pour dire que c'est un événement passé. Vous auriez aimé que l'on investisse dans une zone où on a un peu du mal à se mouvoir correctement, où il y a de la guerre, où il y a des attaques. Comment était-il possible, comment est-il possible de penser une exécution du budget à 100% environ dans cette zone-là? Je crois que Sandrine, vous êtes peut-être très jeune, mais c'est depuis 2006 que Boko Haram existe et dans le Cameroun à peu près depuis 2011. Mais avant ça, le budget d'investissement public n'est pas consommé dans cette zone-là. C'est bien avant. Donc, pour un budget de 3500 milliards, quand on voit la portion qui est résumée à l'extrême, non, on en doit se poser la question si c'est une bonne politique que le RDPC nous amène dessus. Dans tous les cas, le mouvement progressiste n'accrédite pas cette thèse-là. Et nous pensons que sinon on investit mieux, les populations du Nord se ressentiront de plus en plus comme à l'aise, comme des Camerounais, et les gens comme Boko Haram n'auront pas tout le travers. Vous savez que c'est un débat de la foi. Et le débat de la foi vient du fait que lorsqu'on se sent complètement à l'étroit dans le développement réel des humains que nous sommes, on a l'impression qu'on se réfugie à Dieu. Et les gens de Boko Haram tuent parce que la civilisation occidentale n'est pas bonne. Et nous qui vivons, nous pensons avec l'espoir que Dieu il est tout à fait là. Donc on prend Dieu en otage. Pour ceux qui tuent, prennent Dieu en otage. Pour ceux qui vivent, nous prenons Dieu en otage. Mais comme Dieu a essayé d'exprimer à travers son fils qui est Jésus-Christ, je pense qu'il ne va pas revenir encore pour s'exprimer. Donc nous devons regarder la politique et s'en rendre compte que le Cameroun ne s'est pas construit en un seul jour. Paris n'a pas été conçu par Jésus-Christ. Donc il faudra donc que nous revenons aux fondamentaux et qu'on distribue judicieusement les fruits de la croissance pour que tous les Camerounais puissent en mériter. Très bien. Merci donc à vous, Hilaire Zipan, d'être avec nous ce dimanche. Et notre journaliste sur ce plateau ce dimanche, Pauline Poinsé-Maïga, bonjour. Bonjour Sandrine, bonjour à tous les membres du panel. Et bien sûr à tous les téléspectateurs, très bien, particulièrement ceux qui regardent Droit de réponse ce midi. Merci à vous d'être là, d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes journaliste au quotidien Le Jour qui s'intéresse de plus en plus à la lutte contre Boko Haram, de plus en plus des dossiers. C'est que Le Jour veut davantage renseigner sur ce qui se passe, c'est bien cela? Oui, mais je voudrais quand même signaler bien avant que les Camerounais et le président de la République, tout ce monde-là commence à s'intéresser à Boko Haram. Le jour, par la plume de mon collègue Nkwebo, avait déjà commencé à sonner le tocsin. Parce que je pense qu'il y avait le journal Le Jour et notre confrère L'Œil du Sahel qui s'intéressait. Et à moins que je ne me trompe, le ministre Chiroma, qui est mon ami, mais je me dois de dire la vérité quand même, avait dit que nous étions des alarmistes, qu'il n'y avait pas grand-chose au nord, qu'il n'y avait pas de quoi s'alarmer. Bien avant qu'on ne commence à déplorer les enlèvements d'étrangers et tout ça, nous on avait dit attention, il y a une secte dans le nord qui sévit, il faut faire très attention parce que cette secte-là a commencé à sévir au Nigeria et ils commencent à pénétrer dans les villages et à brûler. Mais les gens avaient tendance à assimiler cela un tout petit peu aux coupeurs de route, comme on sait que, bon, d'habitude, dans le Nord, tout à l'heure, il parlait du Nord, parce que les gens ne connaissent pas le Nord. Effectivement, j'ai l'impression que lorsqu'on parle de l'extrême Nord, on a l'impression de parler d'autre chose. Mais mettons-nous un peu comme si on était aux États-Unis. Il y a des gens aux États-Unis qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas une même culture, qui n'ont pas un même accent, mais ils n'en sont pas moins américains. Donc on ne va pas dire que parce que quelque chose se passe dans l'Ohio, donc ça veut dire que ceux de New York ne doivent pas s'intéresser. Moi, personnellement, j'ai vécu dans l'extrême nord. J'ai été hôtesse du tourisme, donc je connais le Grand Nord en entier, même jusqu'au plus petit village. Il y a des guerres là-bas. Il y a même des armes qui circulent. Par rapport à la proximité d'avec le Tchad, moi j'ai couvert en 1991 la guerre entre les Arabes Shoa et les Kotoko. J'ai dû me réfugier au Nigeria, mais j'ai assisté à une scène qui était vraiment hors du commun à Kousséri, où le préfet et le sous-préfet ont dû venir dans un hôtel, commencer à supplier des gens qui avaient des problèmes, parce qu'il y avait un Kotoko et un Arabe Shoa, de ne pas sortir leurs armes. Il n'a pas demandé de les lui remettre, parce que les armes se vendent comme du petit pain. Donc imaginez quand c'est nos propres frères règlent tout avec les armes qu'ils achètent parfois au Tchad,
Imaginez donc lorsque c'est à nous qu'on fait la guerre, ce qui pourrait se passer là-bas. Donc je dis que merci de nous rappeler que le jour suit ça, mais on suit ça depuis toujours. Oui, depuis toujours. Merci donc à vous, Pauline, d'avoir accepté cette invitation. Je propose de commencer cette émission en évoquant ces thématiques autour de ces contributions et autres collectes de fonds initiées dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Jean-Yves Bessala, la presse fait état de ces coups de cœur, de ces collectes de fonds, relaie de temps en temps combien d'argent on a pu mobiliser ici et là. Comment vous percevez tout cela? C'est simplement que la presse se met en droite ligne de ce que les uns et les autres font dans le ciel de cette guerre-là, ou c'est simplement parce que elle s'y intéresse véritablement? Enfin, Boko Haram mène une guerre asymétrique au Cameroun. Ce n'est pas que contre le Cameroun, contre tout ce qui bouge. Ça peut être des chèvres, ça peut être des étrangers. Si maintenant le peuple camerounais dans son ensemble est mobilisé pour lutter contre, je pense que personne de sérieux ne peut être contre. Bon, maintenant, une forme de cette mobilisation passe par l'offre des dons, de l'argent. Il y en a même qui offrent des bœufs. Alors, on peut s'interroger. L'interrogation peut être fondée parce que l'État ne reçoit pas des dons n'importe comment. Parce que quand un État est une institution de droit, il faut qu'il y ait un texte qui permet aux fonctionnaires au nom de l'État de recevoir des dons, des vaches, de l'argent. Vous allez dans n'importe quel endroit où il y a de l'argent, il y a un texte qui permet que achète un timbre chez tel, donne telle chose. Alors, effectivement, ce mouvement de solidarité positive peut perturber ceux qui sont habitués à cet ordonnancement. L'État n'a pas droit, nous n'avons pas droit d'aller dans une caisse en disant « moi je suis très riche, je donne ça à l'État ». On va enregistrer comment? C'est pour cela que le chef de l'État a fait un texte qui autorise, qui permet en tout cas que l'administration de réception de ces dons soit régulière, et soit transparente. D'où le jeu, le rôle des journalistes. Si les journalistes sont mobilisés pour dire à l'opinion, il y a l'habitude qu'on détourne l'argent au Cameroun, c'est pas moi qui le dis, hein, tout le monde le constate. Voilà l'argent qui sort de n'importe où. Il faut faire attention à ça. Un citoyen sérieux ne peut pas être contre ça. Mais comme le Boko Haram mène une guerre asymétrique, ça veut dire que c'est hors norme, hors cadre. Si ces journaux-là interviennent pour démobiliser les langues de la population, c'est là où ça me poserait des problèmes. Alors vous pensez que la presse tend à démobiliser certains, Pauline Poincy-Maïga? Est-ce que la presse ne relaie pas simplement ce qui se fait? Il estimait que la presse a d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme en s'indignant de ce que plusieurs collègues sont organisés ici et là sans que l'on ne perçoive réellement le cheminement. Alors, comment vous percevez le travail de la presse dans ce cas? La preuve, c'est que le gouverneur du littoral est indigné, par exemple, par rapport à l'effort de guerre. Des choses qui ont été promises, qui n'ont pas été données. Il y a beaucoup de tripatouillage. Donc c'est chacun qui s'élève devant les caméras, promet quelque chose, puis ou ne fait pas, et puis d'autres qui donnent, on ne voit pas. Je suis désolé, je n'ai pas la preuve formelle de ce que je vais avancer, mais je pense que j'ai un ami qui a la preuve, un confrère. Il y a des gens, des militaires qui se battent sur le front, qui nous ont dit à travers ce collègue-là, confrère-là, qu'ils sont étonnés de voir tout ce qu'on annonce, qu'on leur envoie. Et alors qu'ils crèvent de faim. Ils ont dit qu'ils mangent du riz, même pas bien cuit. Alors on se demande où va l'argent, où vont les vivres, où va tout ce qu'on voit réceptionner. On a vu l'autre jour le ministre de la Défense faire du ramdam avec tous les membres du gouvernement pour réceptionner, je crois, pour une somme de 21 millions de francs CFA ou 200 millions, je ne sais plus, pour envoyer dans l'extrême nord. Quels sont les destinataires réels? Et tout le monde sait ce qui est arrivé avec le coup de cœur par rapport au match des Lions Indomptables, par rapport à l'équipe des Lions Indomptables.
l'argent est toujours quelque part entre Douala et Paris jusqu'à présent. Donc moi je pense que le président Biya s'y est pris peut-être un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais, parce qu'il s'agit de, quand il s'agit de bien faire, mais il devrait essayer de prendre les mêmes mesures pour tout. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une traçabilité, il faut qu'il y ait une visibilité, il faut qu'il y ait une lisibilité par rapport à tout l'argent qui est d'intérêt public. Et je pense donc que maintenant, si les propos de la presse peuvent déplaire, ce n'est pas forcément parce que la presse veut déstabiliser qui que ce soit, mais on se doit de dire la vérité, même si elle blesse. Je suis désolé, monsieur Aïssi, mais lorsqu'il s'agit de nos braves soldats qui sont au front, on ne devrait même pas du tout s'amuser avec un seul penny qui leur est destiné. Donc je pense que la presse se doit même d'être très très dure à cet effet. Alors, Hilaire Dipan, cet effort de guerre, ou bien tout ce qui est maintenu ou appelé, ces contributions qui sont faites au nom de l'effort de guerre, comment vous avez apprécié tout cela? Tout à l'heure, les uns et les autres parlaient de la création de ce compte bancaire, mais il faut quand même signaler que bien avant la création de ce compte, il y avait déjà de l'argent. Alors, comment vous percevez toutes les initiatives qui avaient déjà été engagées ici et là? Oh, je pense que je peux relayer là, sans me tromper, les positions du mouvement progressiste au sujet du Boko Haram. Je pense que je ne rappelle pas à personne que Jean-Jacques Ekindi est quand même un polytechnicien non militaire de formation. Il sait comment, dans ce genre de trucs, comment les choses se passent. C'est vrai qu'il n'a pas exercé en tant que militant, en tant que tel, mais il a apporté sa contribution. Il a noté deux choses. La première, c'était, il a apporté dans une contribution, et c'était même à la Nouvelle Expression, si j'ose pas citer le journal, en disant qu'il fallait que le chef de l'État prenne d'abord une ordonnance pour rectifier le budget, afin de donner suffisamment de moyens aux forces de défense, ce qui n'a pas été fait. Et je pense qu'à la dernière mandature, à l'Assemblée nationale, lorsqu'on a adopté le budget de cette année, on nous a fait savoir que non, c'est dans le budget, mais quelque part. On ne veut pas le laisser apparent, de peur que tactiquement, l'ennemi ne puisse pas savoir. Comme si Boko Haram était un ennemi structuré. C'est une guerre asymétrique, et là je suis d'accord avec Aïssi Bissala. C'est des gens sans foi. En fait, on les appelle des bandits. Donc c'est des gens, il fallait donc qu'on les montre qu'on a mis suffisamment de moyens pour qu'ils puissent être à l'armée. Ça c'est la première, ce qui n'a pas été fait jusqu'à aujourd'hui. La deuxième, c'est également la position du mouvement progressiste. En ce sens-là, on fait comme si on était les premiers à aller en guerre. Non, la guerre elle existe partout. Et quand on peut copier, on copie, on n'a pas besoin de vouloir créer quand on peut copier. Et cette identité camerounaise à vouloir faire les choses avec une particularité tout à fait à la camerounaise qui ne rime à rien, est tout à fait déplorable. Je suis étonné que lorsqu'on dit qu'on a envoyé des vivres, on devrait plutôt nous montrer les magasins qui sont structurés complètement aux abords du Nord qui reçoivent ces vivres-là. C'est-à-dire qu'on devait voir plutôt le gouverneur de l'extrême Nord recevoir les vivres, dire nous sommes aux encabures de lieux où on va les distribuer. Ce serait beaucoup plus mieux comme ça. Mais on les montre à l'Est, on les montre à l'extrême Nord et puis plus rien. Puis on a des avions qui font des transferts entre le Nord, on ne les voit pas les avions transportés. On aurait pu faire un random beaucoup plus sur ces transports-là, sur ces stocks qui se trouvaient beaucoup plus à proximité du théâtre des opérations, que de venir nous montrer des gens qui sont filtrés, bien costumés, dans des salons, et puis donc qui racontent leur vie. Et je pense que là, le gouverneur de la région du littoral... Cela veut dire que vous n'accordez pas beaucoup de crédit, vous ne croyez pas peut-être à tout ce qui est fait. Qu'est-ce qui vous gêne le plus? Le fait de voir simplement le lieu de départ, mais pas de voir le lieu d'arrivée? Je pense que la vérité est la garantie de la transparence. Ça ne sert à rien que l'on essaye de venir ici sur le plateau faire l'alchimie, la gymnastique. Si on nous avait montré le stock au niveau de Marois, ce débat n'aurait pas lieu. C'est aussi simple. Ça, c'était bien. Et puis on aurait vu les forces de l'ordre, du moins les forces de défense récupérées, réceptionnées. Vous avez vu les forces de défense réceptionnées? Personne n'a vu. Donc c'est ça le problème dans ce pays. Et je pense qu'il y a une parenthèse du gouverneur de la région du littoral qui a été très claire. D'une manière pompeuse, d'une manière sporadique, les gens, d'une manière péremptoire, d'ONDPC, ces militants parasites compradors qui annoncent des chiffres faramineuses devant les télévisions et qui par la suite ne donnent absolument rien. Et puis, comme il dit le gouverneur, rentre dans mon bureau, dit non, 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 j'ai avancé ça, mais je suis beaucoup en difficulté. Prenez d'abord ceci, on verra après. Mais entre-temps, les calculaires sont sortis, chacun additionné, et ils vont dire non. Et demain matin, le gouverneur va être taxé d'avoir reçu 200, 300, 400, 500 millions. Et donc, c'est pour ça qu'il a fait donc la restitution de ce qu'il avait reçu, et la clarté, la traçabilité, la transparence qu'il était de mise dans son action peut être tout à fait appréciable. Il fallait donc également que les forces de défense, bien entendu l'état-major
de la République, qui a toute une logistique, qui a un internat, qui a une intendance, puisse le réceptionner, disant donc, nous avons reçu tant de sacs de riz, tant de ceci, tant de ceci. Je vois que dans les supermarchés, on a mis partout des box pour réceptionner, mais je ne sais pas qui fait la comptabilité tous les soirs. Je ne sais pas si c'est le magasin qui recycle ça, ou je ne comprends pas trop. Donc, je pense que l'expérience de 1994 nous reste entre gorges, et je suis convaincu qu'on va se retrouver encore des scandales. Alors, Massimilien Gombe, vous y voyez-vous un problème de transparence à redire sur cette affaire de guerre? Et les IPAN estiment qu'il faut peut-être dire la vérité, il faut peut-être présenter un certain nombre de clichés qui prouveraient qu'effectivement les contributions qui sont faites ici et là servent à ce pourquoi cela est destiné. Mais avant d'y répondre, je voulais dire simplement que je suis d'accord avec Madame Pauline, parce que quand le jour a commencé de parler de la guerre, enfin, de ces troubles-là, le REDAC a pris le relais, et je peux vous dire à l'époque, on avait dit que c'est une tentative de déstabilisation du pays par un pays voisin qui se prépare, et donc il faut pas, on va maîtriser. Donc ceux qui sont devenus les spécialistes aujourd'hui de Boko Haram, de Dounès, de Besson, n'avaient pas à l'époque alerté comme nous l'avions pris sur nous de le faire, et en demandant d'ailleurs à l'État de donner tous les moyens nécessaires et de sécuriser les frontières. Parce que, voyez-vous, moi aussi j'ai fait le tour. Quand vous partez du Tchad au Cameroun, moi je l'ai fait en moto avec une collègue du Tchad. J'étais là-bas au Tchad et il fallait aller sur le terrain. J'ai traversé en moto. Je n'ai jamais été, on m'a demandé, même pas, j'ai pas vu quelqu'un qui a dit, ben, écoutez, pièce d'identité et autres. Donc, on l'avait dit depuis, et on avait demandé qu'on donne de l'argent, enfin, qu'on mette des moyens pour nos forces de sécurité. Comme d'habitude, nos gouvernants sont muets. Surtout, c'est quand on est coincé qu'on commence à faire les gymnastiques à vouloir expliquer. Par rapport aux moyens, ben, je ne sais pas si c'est le chef de l'État qui... Parce qu'on a réveillé des fantômes qui viennent dire je crée un compte. Franchement, ça allait être spontané. C'était spontané parce que nos forces de l'ordre sont sur le champ de bataille et il leur faut des moyens. Ce compte-là, ce n'était même pas un compte. Les comptes devraient être créés et mettre sur pied dans chaque région, par exemple, une commission transparente, composée de personnalités, on en a, hein, pour gérer ces comptes-là. Ça, c'est la première chose. Ça n'a pas été fait. Il fallait attendre le président de la République, après son bref séjour, pour venir dire ça suffit. Surtout que s'il l'a dit, et c'est là qu'il faut féliciter la presse, c'est parce que la presse a mis le doigt, n'est-ce pas, dans la plaie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qu'est-ce qu'on en a fait de ce qu'on a reçu avant? Parce que moi, j'ai quand même entendu plus de 400 millions. J'aimerais bien qu'on nous dise, avant la création de ce compte, l'argent est où? Je chute en disant, je le dis pourquoi, moi je suis tous les matins cadence matinale, et dans une émission Faut-il en rire ou en pleurer, dans cette rubrique-là, on avait donné la parole aux soldats, parce que Aurore Plus avait fait un article pour dire que les vivres n'arrivent jamais, et un militaire a pris sur lui de dire le jour-là qu'on leur donne 250 francs CFA pour aller manger. C'était à une rubrique de l'émission Cadence matinale. Vous pouvez aller revérifier avec, n'est-ce pas, l'article d'Aurore Plus. C'était scandaleux. Et il disait qu'ils ne comprennent pas, mais tous les jours on leur parlait qu'on a cotisé, ici on a cotisé. Lui, il est au front et on l'a laissé parler pendant plus de 2 minutes, 3 minutes. Et moi, j'ai noté et je me suis dit, c'est pas possible ça. C'est pas possible parce que, figurez-vous, chaque fois que moi j'ai entendu, on a donné de l'argent ici. J'ai pris mon cahier, j'ai noté. Jusqu'aujourd'hui, nous avions à peu près 250 millions de francs CFA destinés à nos forces de l'ordre, sans compter de vivres, du savon. Oui. Donc moi je souhaite. Ça peut d'ailleurs un peu plus, ça veut bien que la région de un peu plus de. Je souhaite que ce compte qui est créé là aujourd'hui, c'est une très bonne chose, mais qu'il ne soit pas seulement créé, mais qu'il y ait des mécanismes, n'est-ce pas, de transparence qui accompagnent la gestion de ce compte, d'une part, et qu'on fasse, n'est-ce pas, le bilan
de ce qui a été reçu. Qui a perçu? Moi, je ne sais pas. Qui a perçu cet argent? On a mis où? Ben, on a besoin de savoir. C'est le contribuable qui a payé pour nos vivres soldats. Même pas seulement l'argent, mais il faut aussi que les vivres, tous les vivres soient évalués tout à fait. en argent. Qu'on nous dise qui a perçu, qui a mené l'opération, où est-ce qu'on en est, pour que ces soldats-là, s'il vous plaît, moi je suis allé faire une enquête là-bas, monsieur, vous le savez, Madame Sandrine, je les ai vus aussi, certains, et ce n'est pas la joie. Donc il faut qu'ils en profitent, que c'est un droit. C'est pas un homme, c'est un droit. Et que ceux qui sont dans des bureaux tout le temps, qui nous pompent l'air, sachent que ceux qui sont là-bas et qui perdent leur vie tout le temps, parce que j'ai entendu quelque chose, on ne s'est pas ému, mais personne ne peut ne pas quand on tue... il doit forcément y avoir de l'émotion. Bien entendu. Donc alors, il faut qu'il y ait ce bilan-là, et puis il faut que sur les mécanismes pour la gestion du compte. Parce que sinon, ça va être un compte, on ne sait pas qui va faire qui va même le versement, les retraits, qui donne à qui, et puis bon, on va nous dire on a ouvert un compte. Alors, Jean-Yves Bessala, décidément un goût d'inachevé dans ces contributions, ces collectes de fonds, qui pour certains a été bien accueilli ici et là, mais vous savez aussi la presse est quelque peu revenue et a évoqué ce coup de cœur de 1994 dont on n'a toujours pas les nouvelles. Alors tous ces enchaînements, tous ces faits mis ensemble, est-ce que cela ne permet pas de comprendre pourquoi il y a quelque part un peu de réserve émise par les uns et les autres? Non, apparemment on peut le croire que les gens cherchent vraiment à comprendre, mais j'ai dit à l'entame de cette discussion que la guerre que mène Boko Haram est une guerre asymétrique. Personne ne sait sous l'angle ça va passer. Les guerres au départ, on sait que tel pays est contre tel pays, sont en guerre. Ou alors à l'intérieur d'un État, tel groupe régional, linguistique ou tribal mène la guerre à tel autre groupe dans un territoire donné. Maintenant, la guerre de Boko Haram est asymétrique, elle peut même être médiatique. C'est-à-dire les expressions, les articles, les positions qu'on prend librement dans un état de droit comme le Cameroun peut être passage de la guerre asymétrique. C'est pour ça que, je dis que personne ne me contredira si je dis qu'on ne gère pas l'armée en public et devant les micros. Je suis désolée, Sandrine, je suis désolée, mais avant qu'il ne finisse, je voudrais juste dire à M. Aïssi que s'il est si peu confiant dans la presse de son propre pays, c'est vraiment dommage. Parce que je pense que jamais la presse a été aussi univoque et aussi proche. Quelque part, même si M. Biya se présentait aujourd'hui aux élections, je pense qu'il gagnerait sans problème parce qu'il a toute la presse derrière lui à cause de l'affaire Boko Haram. Parce que la presse dit... Mais par contre, moi, je dirais plutôt que c'est à l'intérieur du RDPC que la déstabilisation du Cameroun via la guerre contre Boko Haram peut arriver. Si justement vous ne faites pas attention, vous êtes tellement indélicat, nous le reprochons tous les jours, il y a des gens qui vont en prison tous les jours. Si vous détournez l'argent qui est destiné aux soldats, je crois que les Camerounais ne vous le pardonneront jamais. Et là, je crois que ce sera la fin du RDPC. Et c'est vous-même qui allez déstabiliser vous-même. C'est ce que je voulais dire. C'est mon temps pour parler. Oui. Merci pour la démocratie régnante. Je vais continuer en disant qu'on ne gère jamais l'armée en public, pas devant les micros. Pire encore, quand cette armée est en guerre, on ne doit pas aller organiser des restaurants 3-4 étoiles pour nourrir les soldats. Les soldats, c'est une partie de la population aguerrie pour la guerre. Ils se sacrifient. Ils n'ont pas besoin qu'on leur serve des caviar. Alors qu'on cesse d'aller vers là, il faut laisser l'armée en paix, faire tranquillement son travail, son devoir, comme tout le monde le reconnaît. Je voudrais donc quand même faire un tour sur ce que les gens parlent du coup de cœur de 1994. Moi j'ai entendu, et beaucoup l'ont entendu, dans les médias, que c'est le risque que peut y avoir peut-être ce coup de cœur qu'on peut dire comme ça. Là, les fonds, quand ils rentrent dans la caisse de l'État, la caisse est unique. Ça, c'est le risque principal.
Et en plus, si c'est un impôt, mais avant Jean-Ici Bessala, avant d'évoquer le compte bancaire, puisqu'on y arrive dans un instant, comment vous comprenez toutes les réserves qui sont émises ici? Et là, on parle là de transparence. Il y en a qui estiment qu'il y a jusqu'ici un peu de mal à savoir comment cela se passe effectivement, où est-ce que les sommes sont acheminées. Comment vous percevez tous ces doutes que l'on jette autour de cette opération? Je viens de dire tout à l'heure que, étant en présence d'une guerre asymétrique, je ne sais pas si ces doutes-là procèdent d'une façon ou d'une autre de cette guerre asymétrique. L'État, le président de la République a dit que l'argent rentre dans les caisses de l'État. Maintenant, on dit que les militaires ne mangent même pas. L'autre a dit au téléphone que l'autre a dit, on ne sait même pas si c'était un agent de Boko Haram qui répondait au micro. Vous permettez? Allez-y, Jean-Ici Bessala. Je dis donc que les fonds, le président de la République a mis la discipline. Les fonds doivent entrer dans les caisses du Trésor. On ne peut plus faire mieux. Mais je dis qu'il y a tout simplement un risque professionnel. On dit que les caisses de l'État sont communes. Quand l'argent tombe, on ne prend pas un coffre, un petit armoire en disant non, ça c'est ça, on regarde ici. C'est le seul risque qui est unanime, professionnellement reconnu. Moi, je pense qu'il ne faut pas mener un débat dans l'armée. L'armée est hors la politique. C'est pour cela que je dis que, ok, c'est bien les journalistes font, ils éveillent la conscience, c'est déjà bien entendu, mais qu'on continue à encourager nos armées. Alors, est-ce que l'armée ne s'impose pas quand même? On aurait pu tenter le demander à Jean-Ici Bessala dans le jargon qu'il faut en ce moment de lutte. Mais sinon, au-delà de comment vous appréciez la création de ce compte Hilaire Zipan, cela permet de résoudre effectivement les problèmes que vous avez évoqués tout à l'heure, ces problèmes de transparence, ces problèmes également de traçabilité autour des fonds qui étaient jusqu'ici collectés. Le compte bancaire qui est créé, est-ce que cela résout fondamentalement le problème que vous avez évoqué? Je crois que, avant de répondre à la question, si j'avais affaire à un militant du RDPC autre que M. Aïssi Bessala, je me serais très étonné. Parce que Aïssi, son avenir doit être derrière lui et non devant lui. Donc je ne comprends pas trop bien sa bataille. C'est peut-être pour le maintien du pouvoir ou peut-être un ego personnel. Je n'en comprends pas trop bien la destination. Et il est fondé d'un militantisme bien aguerri. C'est vrai qu'il est au RDPC, mais il a des bases militantes extrêmement solides. Hein. Je suis très étonné, il le sait très bien. Stratégiquement, la communication fait partie de la guerre. Et on doit rassurer l'opinion. Sinon, pourquoi M. Aïssi Bessala a autorisé les marches à travers le territoire national pour apporter le soutien aux forces de défense? Je suis très surpris. Pourquoi avoir aujourd'hui au point de vue communicationnel ces mobilisations en termes de foule, ces mobilisations humaines et ces mobilisations financières sont à comparer à mettre dans le même lot? Non, ce n'est pas mettre dans le même lot. Quand vous êtes au front, vous avez besoin d'avoir le soutien. Et ça, vous avez besoin. Et c'est à travers la communication que vous avez le soutien parce que vous ne partez pas du front pour venir à Douala. Et lorsque vous voyez des mouvements de foule qui marchent, qui apportent le petit, un copain, cela vous rassure. Cela, vous êtes sur le bon chemin et que, enfin, vous avez le soutien nécessaire. Et M. Aïssi vient nous dire non, il faut complètement l'opacité. Je sais que le RDPC, il n'y a pas de compte. Hein. Vous savez bien que c'est un parti qui prend les caisses de l'État pour mettre dans le parti. Et alors, on va les voitures, les maisons, les trucs, on se reconnaît. Mais est-ce que ce n'est pas de l'exagération, ça? Je ne suis pas de l'exagération. J'ai posé la problématique stratégique pour qu'on fasse court sur le débat. Le débat de la stratégie. C'est-à-dire que j'essaie de dire qu'on doit rassurer l'opinion et rassurer les soldats. Parce que l'armée est une institution. Et le fondamental d'une armée, il faut faire très attention. Les armées n'aiment pas perdre les guerres. Elles n'aiment pas perdre les guerres parce que c'est un orgueil d'abord pour eux-mêmes et c'est des vies humaines qui sont en jeu. Et ici, se battent pour nous et qu'on ne reconnaisse pas, ça ils n'aiment pas. On l'a vu au Mali, on l'a vu en Guinée, on a vu comment ça s'est retourné. Un peu que lorsque, au niveau, les djihadistes ont commencé à pénétrer Bamako, il y a eu pratiquement un coup d'État qui s'est déroulé en plein Bamako, qui a chassé un président en disant donc nous n'avons pas le soutien. Quand bien même la France est venue intervenir. Donc, ce n'est pas dans l'objet du débat. Mais, ici, de grâce, quand même, il s'agit que les Camerounais ont contribué. Et il s'agit que je dois vérifier ce que j'ai contribué. Il faut que je m'assure que ce que j'ai donné est arrivé vraiment à bon port. C'est cette traçabilité-là. Oh, l'opacité. Le fait de faire, je ne sais pas moi, quel jeu tactique, stratégie, je ne comprends pas trop bien. Mais ici, je suis vraiment très étonné par votre comportement. C'est quelqu'un d'autre, je me l'ai tenu parce que j'ai cherché un poste ministériel. J'aurais compris à moins que votre avenir puisse être à nouveau encore devant vous. Pour les poser, Maïga. Oui, Sandrine, je voulais dire ici que
nous sommes à Equinox et on a la preuve au niveau d'Equinox de ce qu'on appelle la visibilité. Moi-même, malgré le fait que je n'ai pas beaucoup d'argent, j'ai décidé de contribuer désormais, par exemple, à l'effort que nous demande le regard social. Parce qu'après, on voit l'argent, après, on voit les opérations, après, on voit les familles qui reviennent témoigner, exactement, qui disent merci, voilà, c'est arrivé. On voit que les enfants voilà. vont couvrir la santé aussi. Je voulais dire à M. Aïssi que, en temps de guerre, par exemple, on a vu des pays comme les États-Unis, on a vu des femmes, des chanteuses, des danseuses et des chanteuses. On prend même des stripteaseuses qu'on amène au front pour égayer les gens. On a vu Marilyn Monroe qui partait chanter pour les soldats au front. Donc, et en ce qui concerne, par exemple, la presse, on revient sur la marche du 28 février. Je crois que c'était une initiative de la presse qui a été majoritairement inhibée par le RDP. On a vu tous les ministres de la République, les diplomates et tout. Là-dedans. Est-ce qu'ils n'avaient pas le droit de se mobiliser? Non, maintenant, eux, ils n'osent donc pas le faire. Hein, avec un tel succès. La presse le fait, ils s'engagent. Et quand la presse écrit, Monsieur Aïssi ose venir nous dire ici que nous sommes rien de moins que des Boko Haram, parce que c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Et vous avez accusé Equinox d'avoir tendu le micro à un Boko Haram. J'ai dit, il faut faire très très attention. Vous êtes un homme politique. Moi, je vous admire beaucoup. Une fois, j'ai failli dire que je ne veux plus être avec vous sur un plateau de télévision, mais en vous regardant souvent, quand je suis chez moi, parler ailleurs, j'ai compris que vous êtes comme ça. Vous êtes de la vieille école qui déstabilise les gens en les accusant faussement pour que les gens aient peur d'agir parce que c'est votre stratégie. Mais de grâce, ne faites pas croire aux Camerounais que la presse camerounaise peut être pour Boko Haram. Non. Maximilien. Oui, mais ça ouvre, là, la chute de Pauline ouvre le vrai débat au Cameroun. Alors, les vrais Camerounais et les faux Camerounais. Ceux qui pensent qu'il y a certains qui n'aiment pas le Cameroun, d'autres aiment le Cameroun plus que le Cameroun. Donc, il suffit de dire que là, c'est pas bon, vous êtes avec les Boko Haram. Et là, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on arrête ça, parce que déclarer à une chaîne de télévision devant les téléspectateurs qui nous regardent qu'un militaire qui a pris le micro par rapport à une émission bien donnée et a dit ce qu'il ressentait et que un élu du peuple dise qui est-ce qui nous dit que ce n'est pas un Boko Haram? C'est très grave. C'est très grave, Sandrine. Pour comprendre c'est très grave. La préoccupation non, il n'y a pas de préoccupation. Il faut qu'il retire ce mot. C'est très grave. En tant qu'élu, je dis c'est très grave. Maintenant, les deux choses que j'ai relevées, il a dit la stabilité politique, il apprécie ce qui s'est passé à l'Assemblée avec la reconduction donc qui passe forcément par être au pouvoir 21 ans et autres. Là, c'est un autre débat. Mais je pense qu'en tant que quelqu'un qui est élu, il faudrait que quand les élus sont sur le plateau, ils sont là aussi pour que la jeune génération s'approprie de leur expérience. Et donc, je propose que M. Aïssi retire son mot par rapport à ce qui s'est passé. Parce que si... Moi-même, je l'exige. Si ce militaire est en train d'écouter là, il va dire, mais je suis où là? Ça, c'est la première chose. Mais ça fait aussi partie du jeu de la confiscation, n'est-ce pas, de la communication au niveau de l'État. Voyez-vous, il y a la société civile, qui veut dire des petites choses. Et regardez seulement comment elle est muselée. Il y a les journalistes, parce que dès que vous voulez dire quelque chose, vous êtes Boko Haram, vous avez peur, on va vous interpeller, on va peut-être vous inquiéter autrement. Il faut qu'on arrête. Nous sommes en guerre, et c'est nous qui avons déclaré la guerre à Boko Haram. Et donc il faut s'entourer de toutes les précautions. De toutes les précautions, de tous les mécanismes. Et il faut aussi que nous tous, nous sentions ensemble et que si on apporte une petite contradiction, que ça ne rentre pas dans vous n'êtes pas avec nous, ça rentre dans comment faire pour que on fasse un peu plus attention, un peu plus mieux. Voilà, à ça nous devons tous concourir. Ça, il faut. Alors pour sortir de la question, Jean ici Bessala, finalement le compte bancaire il est là.
vous vous direz, fini les supputations, il y a de l'argent qu'il faut faire entrer dans le trésor public. Et la situation qui prévaut en ce moment, d'ailleurs le ministre de la Défense a dit que la situation est relativement calme. Entre-temps, des vivres frais, de l'argent, de la nourriture continuent d'être envoyés à ces soldats au front. Et il y en a, on l'a dit tout à l'heure, qui doutent de la transparence. Le compte bancaire va donc servir finalement à résoudre quel problème si avant on n'a pas pu résorber, mettre ensemble les sommes qui ont été collectées ici et là. Vous pensez à la version des tripatouillages je pense que comme je suis entouré de vrais démocrates, ils vont me laisser prononcer un mot avant qu'on ne me cloue au pilori. Allez-y, vous avez la parole. Merci. Je dis que je suis venu ici, je parle comme responsable. Personne ne peut me dire, va dire comme ça, ne fais pas comme ça. Non, vous pouvez me laisser me défendre quand même. Allez-y, vous avez justement la parole. Nous sommes des panélistes, chacun assume ses paroles. J'assume ce que j'ai dit. Je ne peux pas renier le RDPC parce qu'il y a certains qui menacent. Non, moi je continue ma route en disant que le président de la République a prescrit que désormais les fonds rentrent dans les couloirs de l'État. En ce moment-là, l'État a beaucoup de mécanismes de contrôle, beaucoup. Oui, mais on sait aussi, Vous voyez donc, on sait aussi comment est-ce que ce même État à qui nous avons confié notre argent. Moi je suis un polémiste, hein, mais je crois qu'on est là pour que chacun s'exprime dans un laps de temps donné. Bon, maintenant, si les gens... Je dis quelque chose qui les pique. Ne vous sentez pas offusqué. Je ne peux même pas. Moi, je laisse. Quand je dis quelque chose, ça chatouille les gens. Ok, allez-y. Moi, je n'oublie pas ce que j'ai envie de dire. Parlez, pardon. Allez-y, Jean-Yves Bessala. J'ai dit que le président de la République a sifflé la fin du désordre apparent qui pouvait s'introduire parce qu'on ne savait pas comment les fonds qui viennent comme ça, l'administration n'est pas habilitée à recevoir des dons. Il faut un texte qui dit reçoit l'argent, un texte qui dit dépense ça comme ça. C'est fait. Il y a des mécanismes qui contrôlent les fonds publics. Même s'il y a des défaillances, on ne doit pas nier que ça existe. On doit en créer d'autres. On vient de mettre en place une commission parlementaire, je crois, qui doit faire le travail qu'ils auraient dû faire depuis longtemps. On leur a demandé de faire. Nous sommes tous demandeurs que ça marche bien. Maintenant, les vivres, moi je peux dire que les vivres effectivement posent un problème. Quand vous prenez par exemple les choux ou les simples oranges, les haricots verts et tout cela, ça doit être très difficile à parvenir aux militaires. D'autant que, je le répète, la nourriture des militaires en guerre n'est pas ce que nous mangeons régulièrement dans les restaurants. Il faut se le dire. De façon, non. C'est comme les footballeurs professionnels. Avant le match, on vous soumet à un régime. Tu ne dois pas ramper ton ventre de couscous pour aller courir après. Donc, il faut laisser les militaires s'alimenter comme d'habitude. C'est ce que je pense pour qu'ils soient performants. Ils ont même désormais des petits déjeuners plutôt copieux. Voilà. Pour prendre certains. Alors, juste en 30 secondes, En 30 secondes, je pense que le propos d'Aïssi me rappelle un peu ce qui s'est passé à Nios. Il y avait un ministre à l'époque qui avait en charge, Mengemé, qui nous avait dit que on avait reçu des huiles. Il avait dit que non, les gens de Nios ne sont pas habitués à manger ce genre de huiles là. Donc on va revendre et on va aller chercher les huiles qui sont plus habilités. Monsieur Aïssi, c'est quand même des humains qui sont au front. C'est pas que ils doivent pas être des militaires caviar. Non, c'est pas des propos tout à fait rassurants ça. Bon, je comprends son patriotisme à jour motif variable, c'est pour défendre l'indéfendable. Ça je comprends. Non, mais pour ça je suis d'accord avec monsieur Aïssi. Les militaires mangent beaucoup plus de boîtes de conserve, ils mangent beaucoup plus de céréales, des choses qui se conservent et qui ne s'abîment pas. On leur donne peut-être du fromage dur, comme du gouda, des trucs comme ça. Donc, ils ne peuvent pas manger, voilà, ils ne mangent pas comme nous. Là, je suis vraiment désolée. Alors, une seconde. On va sortir du sujet, Maximilienne. Juste que s'il y a des haricots verts, effectivement, on peut les revendre, on achète les boîtes de conserve. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'il y ait une traçabilité. On n'a pas dit de leur amener de la tomate là-bas avec des petits déjeuners, je ne sais pas. Mais on peut effectivement les revendre
et acheter des boîtes de... Mais qu'il y ait une traçabilité. Et quand je parle de mécanismes, monsieur, ici, je sais qu'il y a des mécanismes sur les fonds publics, mais je parle d'une situation précise. Hein? Moi, je voudrais vous faire un pari ici. Je veux vous parier ici, Sandrine et Madame Gombe, je veux vous faire un pari. Je ne vous donne pas 5 ans avant qu'on ne commence à mettre des gens en prison par rapport à la gestion des réformes de guerre. Alors, je vous propose, si vous le voulez bien, d'évoquer un autre sujet d'actualité. D'abord, sur ce vol de bébé au centre médical de la police à Yaoundé. Pauline Poinsé, vous direz que la presse est désormais sur le qui-vive depuis l'affaire de Vanessa Tchatchou. Lorsqu'on parle de vol bébé... Voilà une autre affaire qui revient sur toutes les lèvres. Et on va encore voir mon ami Thiro sortir pour nous dire que l'enfant est mort et qu'il est enterré, je ne sais où. Moi, je dis que bon, on a déjà un précédent avec l'affaire de Vanessa, donc on ne devrait plus... On devrait seulement être un peu déçu, mais on ne devrait plus tellement s'étonner de ce qui se passe dans les maternités. Mais moi, c'est l'endroit où cela s'est passé qui me fait me poser des questions, parce que ça me donne même de la chair de poule. On dit bien que c'est dans le centre médical de la police, hein, et où, à Tchinga, et ça veut dire quoi? Ça veut dire à l'école de police. C'est là où vraiment l'inquiétude, pour moi, devient suprême. Comment est-ce que cela est possible à l'intérieur même des gens qui sont censés nous protéger? Alors, voilà, moi, c'est tout ce que je peux dire. Des vols de bébé, Maximilienne, on en parle. Comment vous comprenez tout ce qui s'est passé autour de cette affaire? La presse a annoncé au lendemain du vol de ce bébé avoir été alerté par le père de cet enfant, sauf qu'au fil des jours, et en dépit même en plus de l'ultimatum servi par le délégué général de la Sécurité nationale, toujours rien. Ces affaires de vol de bébé, vous pensez à une thèse de trafic comme certains? Mais c'est pas que je pense. On est vraisemblablement là devant des trafics de bébés. Il n'y a pas seulement des bébés, beaucoup de trafics d'enfants. Alors, lorsqu'il s'agit des bébés, vous voyez comment cela se perd? Comment est-ce qu'on peut opérer pour ce type? Mais je ne suis pas spécialiste de vol de bébés, mais je sais qu'en tant que défenseur des droits de l'homme, on a un peu regardé cet aspect-là. Il s'agit souvent des gens qui n'ont, des familles souvent qui n'ont pas d'enfants et qui, avec la complication de la, comment on appelle ça, de l'adoption, préfèrent passer des messages de bouche à oreille, si vous pouvez faire ceci. Et généralement, ça se passe avec la complicité des infirmières, de tout ce qui est là-dedans. Ce que je voulais dire, c'est que moi, je ne suis pas surprise des enquêtes. Vous voyez, chaque fois que... Moi, je suis défenseur de l'homme, et donc je suis tout le temps dans les couloirs, soit de police, soit de ceci. Donc, les histoires les enquêtes sont ouvertes. L'enquête est ouverte. J'entends ça tous les jours. Moi-même, j'ai même 4 enquêtes ou 5 enquêtes ouvertes là-bas. Je n'ai même pas encore été convoqué une seule fois pour me dire, bon, votre enquête ici. Donc, je ne suis pas surprise, y compris par parce que ça dénote, n'est-ce pas, de tout ce que nous disons tout le temps, qu'il faut qu'on tape la main sur la table pour dire que ça va. Chacun doit jouer son rôle. La police doit protéger les populations et non réprimer les populations, les biens des populations. Donc, il faudrait que... On peut même voler les bébés à la Quintini. Ce n'est pas la même chose que dans un centre médical de police ou alors dans un... Vraiment, ce n'est pas possible. Est-ce que vous pensez que ça veut dire que nous ne sommes plus, sécurité avait été ça veut dire que nous ne sommes même plus en sécurité, nous tous. Donc ce n'est même pas là l'aspect Boko Haram, c'est que nous tous là chez nous, hein, on n'est plus en sécurité. Si dans le centre médical de la police, le bébé est pris et, permettez-moi de chuter, on demande à chacun, vous avez vu, j'ai rien vu, j'ai rien entendu, je n'ai rien dit. Alors qui a alors vu? Le bébé est né? Oui. Alors, la deuxième chose qui choque, c'est que... À certains demandent, est-ce qu'on l'a vu, est-ce qu'on l'a porté, est-ce que la maman s'est rassurée de ce que le bébé est La deuxième chose qui choque, c'est que dans d'autres cieux, même dans certains pays de l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest, on allait mettre une petite cellule psychologique pour cette famille. Le père, j'ai vu un gamin aussi, c'est-à-dire pour les accompagner. Mais non,
on prend, on met dans le car, on va jeter en disant, vous nous empêchez de dormir. Mais voilà le rôle répressif. Ils ont été brutalisés. Que nous avons, et ça fait que nous avons tous peur aujourd'hui quand on rencontre un policier. Et ça va commencer par où? Ce n'est pas possible. Hilaire Zipon. Oui, c'est un problème assez délicat, très délicat. C'est vrai que c'est la conséquence parfois des grandes villes, du fait qu'on a plein de gens qui vivent dans un espace très réduit, il faut les organiser, il faut respecter les dispositions sécuritaires, mais l'image du Cameroun ne sont pas très grandie de là. Et quand on s'en rend compte que c'est à la police, dès qu'on va dire un mot, on va nous traiter de tout, vous les opposants, vous n'aimez pas beaucoup la police. Mais je pense que police.c a dit les mots justes. C'est que quand ça se passe à l'intérieur même du corps, on va se poser la question. Et on a vu les rapports de la CONAC qui a décrit complètement ce corps-là extrêmement pourri. Et si l'on en rend compte que c'est là, et le délégué à la sécurité nationale a donné 48 heures, lui-même, il ne sait plus où donner la tête. Ça veut dire que les chaînes, les échelles... C'est peut-être parce qu'il faut laisser faire les enquêtes sur le sujet. Il les dit, vous ne pensez pas? Je pense que c'est un flic. D'abord, le délégué à la sécurité, c'est un flic. C'est un flic. Un flic, là, c'est un flic. Donc, il dit... Je vous donne 48 heures. Ça veut dire que certainement il s'est enquéri d'un certain nombre de choses. Et il a vu. Pour que ce soit possible à faire dans les 2 jours. Oui, pour dire quoi? C'est vrai que nous n'allons pas beaucoup dans la maternité. Mais dans la maternité, habituellement, c'est quoi? Quand un enfant naît, on lui accorde soit un bracelet comme dans les pays européens. Dans les autres cliniques. Voilà, qui vous rassure que c'est vraiment votre bébé pour qu'on ne le change pas par la suite. Et puis le père parfois est là, la famille est là. Et comme nous, dans la famille africaine, généralement, beaucoup des gens de la famille sont tout autour. Ouais. Alors on ne comprend pas comment vous pouvez dire que l'enfant naît et un membre de la famille est tout autour. Et puis 7 heures du temps après, on nous dit non, l'enfant ne voit plus. Non, tout ça c'est un peu malsain. Et lorsqu'on doit présenter alors, ce visage... Pour vous, qui sera le responsable donc? Ben, je ne suis pas un enquêteur. Je ne peux pas révéler les enquêtes telles que ça se déroule. Mais je crois savoir que ça doit être un système bien huilé parce que c'est la récidive dans la capitale politique. Et compte tenu du fait que la société est complètement porose, compte tenu du fait qu'il y a des rituels qui sont tout à fait décriés, compte tenu du fait que les gens peuvent être dans le besoin d'avoir des enfants, tout ça combiné, ça donne quelques pistes qui montrent à suffisance que c'est un acte prémédité. Oui, Sandrine, je suis en train de mener une enquête par rapport à ce vol de bébé. Oui. Donc moi, je préfère quand même pour le moment recommander la plus grande prudence. Parce qu'il n'y a pas plus longtemps qu'il y a 2 semaines, ici même à Douala, il y a une jeune femme qui a vendu son enfant pour 12 millions de francs CFA. Oui, mais est-ce qu'on pourrait comparer... Non, je suis donc en train de dire que... Non, je suis en train de dire donc que quand je dis qu'il faut aller avec prudence, c'est que quand le délégué ordonne une enquête, ce n'est pas seulement... les policiers ou les gens de l'hôpital qui étaient concernés, même autour de la famille, c'est-à-dire le père et la mère de la famille, on mène une enquête pour savoir s'ils sont dans le besoin d'argent, comment ils évoluent, est-ce qu'ils sont capables de faire semblant alors que donc c'est pour ça que j'ai dit que pour le moment... Alors il y a donc beaucoup de questions qui restent pour vous en ce moment. Mais on doit de plus en plus désormais, surtout avec les médias, et avec la mondialisation, ces personnes qui montent et reviennent au Cameroun chaque année pour prendre les enfants, pour ramener en Europe et tout, qu'on fasse attention parce que au Cameroun, nous on n'a pas, toi non plus pour le moment, commencé à jouer avec les chiffres. Mais quand on va commencer à jouer avec les chiffres, on va arriver au niveau des États-Unis ou de la France où chaque année on affiche, voilà, on dit il y a eu tant de personnes disparues. Il y a eu tant de bébés volés, il y a eu tant de prostituées tuées, ainsi de suite. Parce que des choses se passent ici, mais... Cela veut dire que vous laissez peut-être la presse se jouer, se mettre dans ce rôle? On doit même nous laisser travailler main dans la main avec la police et enquêter dans les hôpitaux. Mais les gens de l'hôpital se ferment. Parce qu'il y a des sages femmes qui ne veulent pas nous parler. Il y a des infirmiers qui veulent bien parler, mais qui ont peur. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Parce que, honnêtement, quand on sait qu'une sage-femme est là pour donner la vie, la préserver et même conseiller
une maman. On ne peut pas imaginer, parce que rien ne peut se faire comme ça sans que la sage-femme ou le major ne soit au courant. Ce n'est pas possible. Alors moi, hier, j'ai discuté avec des personnes, justement, bien avant que tu ne m'appelles, j'ai discuté avec des dames et des messieurs, et j'ai dit, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut désormais faire par rapport au cas des bébés qu'on vole? Moi, j'ai même proposé que ce soit dans les hôpitaux confessionnels, peut-être, où on sait qu'il y a une certaine morale. Alors, vous pensez que la sécurité est avérée ici ou ailleurs? Les gens m'ont dit hier, il y a une dame qui m'a dit qu'elle pense que désormais, pour accoucher, il faut qu'on les laisse accoucher comme dans le passé, ça veut dire laver la tante, la maman, tout ce monde dans la chambre. Oui, mais vous savez également, et ça on va tenter de le savoir avec Aïs Tibessala, vous savez que le ministre de la Santé publique, juste après le vol du bébé de Vanessa Tchatchoum, a fait une sortie dans laquelle il appelait à davantage de sécurité nos hôpitaux. Vous pensez que l'hôpital de la police n'est pas assez suffisamment en sécurité pour qu'un vol de bébé s'y opère? Que répondez-vous à ceux qui pensent que ce sont des éléments, ou plutôt que tous ces éléments autour des vols des bébés, qu'un enfant soit né à 10 heures, qu'il ait disparu à 17 heures ou inversement, participent de ce que la sécurité doit être renforcée, même dans ces hôpitaux-là, l'hôpital de la police? Je pense que c'est tout à fait sur cette piste-là qu'il faut voir. D'autant qu'une télévision a diffusé un documentaire où on faisait parler des responsables de ces centres de santé. Ici à Douala ou ailleurs, on a trouvé une dame qui est responsable d'un centre de santé quelque part à Douala, je crois, vers la zone Nilon. Elle a décrit comment c'est organisé chez elle, qu'il est très difficile que quelqu'un pénètre à tel endroit, ressort avec un enfant sans qu'on sache qui c'est. Donc je pense que pour ne pas soulever encore l'ire de mes à côté, le Cameroun est un jeune État, ne vous étonnez pas. Plus on avance, plus on va découvrir les déviances de nouveaux... Malheureusement, mais oui. C'est pour ça que il faut que les institutions, l'administration évolue très vite, s'adapte aux nouvelles formes de crapulerie, tout simplement. Au lieu de... Je vais terminer. Au lieu de commencer à dire que le RDPC n'a pas fait que... Ceux qui sont des spécialistes de la dénonciation, qu'ils maintenant s'exercent à faire des propositions concrètes pour protéger nos bébés. Alors, juste 30 secondes avec vous, Maximilienne, et des propositions de Hilaire Zipan. Oui, ben, on ne fait que faire des propositions depuis que nous sommes assis. J'en ai pas entendu. Non, la vôtre, c'est quoi? Non, on parlait de bébés. J'arrive là. Boko Haram, je ne sais pas si tu es militaire. Non, je ne sais pas. Non, monsieur, ici, vous n'allez pas me faire ça. Donc, on a fait les propositions tout à l'heure sur la traçabilité et les mécanismes de transparence. Notez quand vous serez avec vos camarades, vous leur donnez. Non, je vais vous inviter à la prochaine réunion du RDPC. Je ne suis pas membre du RDPC. Maintenant, sur le vol du bébé, effectivement, j'ai vu cette émission et j'étais très très contente pour cette dame-là. Mais ce n'est pas... Je pense qu'on vole les bébés partout. Dans tous les pays, on vole les bébés. C'est même... Le problème, c'est où? Le lieu. C'est là qu'il y a un problème. Dans tous les pays du monde entier, on vole des bébés, même dans les hôpitaux. On a même vu des documentaires. On a même vu une grand-mère, je crois que c'est Equinox toujours. La dame qui a volé le bébé, qui voulait prendre le bus. Voilà, même hors d'ici, on a vu des gens qui ont volé des bébés, qui les ont même vendus. Il y a quelqu'un qui est revenu après même 20 ans chercher son bébé, est parti, même dans un hôpital confus. Moi, j'ai vu des documentaires même de l'étranger. Mais le problème, c'est le lieu. Et donc, vous dites qu'on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri de votre bébé, mais le lieu, ce lieu-là, c'est un lieu qui protège les populations, donc qui devrait protéger les populations. Et quand ça se passe dans ce lieu-là, on devait s'interroger. Et dans cette interrogation-là, nous disons qu'il faut que, s'il n'y a pas assez de moyens, s'il n'y a pas assez de ressources humaines, voilà une proposition, n'est-ce pas, qu'on apporte plus de ressources humaines, ou alors s'il n'y a pas d'infrastructure, par exemple, je ne sais pas, au niveau de la sortie, de l'entrée, qu'on renforce. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qu'on mette en place une cellule psychologique pour prendre cette famille en charge.
on ne sait pas ce que le grand frère de ce bébé qui a disparu va devenir. Il va peut-être traîner ça tout le temps. Parce qu'il entend de temps en temps, peut-être c'est ta mère qui a vendu, peut-être c'est tes parents qui ont vendu. Et il va avec les enfants à l'école, on peut lui dire, ah, voilà, alors ta mère a voulu l'argent peut-être. Donc il faut qu'on mette une cellule psychologique pour les accompagner. Voilà une deuxième proposition. La troisième proposition, c'est que il faut que le délégué qui a donné 48 heures refasse une communication pour dire, je l'ai fait, je n'ai pas failli, mais il y a des choses complexes qui se passent, donc j'y suis pour rassurer et des mamans qui sont enceintes et qui doivent continuer à venir dans ce centre hospitalier-là et rassurer des populations qui sont nous qui voulons être protégés en tant que citoyens. C'est tout. Alors, des propositions peut-être pour vous. C'est fait. D'accord. Vous avez peut-être des propositions, Hilaire Dupont. Les vols des bébés, on l'a dit avec Maximilien, on en connaît de plus en plus au Cameroun. En 2011, Vanessa Tchatchou, d'autres enfants encore à travers la ville et qui n'ont pas été forcément médiatisés, comme celui de Judith Viviane. Que faut-il donc faire finalement? Où est-on en sécurité lorsqu'on vient de mettre au monde un bébé? Bon, je pense que M. Aïssi attend de moi beaucoup de propositions, mais je rappelle en passant que M. Aïssi était 3e adjoint au maire chargé des affaires sociales de la mairie. 4e, monsieur. 4e adjoint. Non, toujours pour dénoncer. Si. Mais chargé il faut des revenir chargé des affaires sociales. 4e, pas 3e, monsieur. Ouais, chargé des affaires sociales, parce que c'est ça qui semble tout à fait. Et je pense qu'à sa mandature, il n'a pratiquement rien fait. Je rappelle en passant que il y a des dispositions dans le livre vert et de la loi de 2004 qui donnent compétence aux mairies d'arrondissement pour accompagner dans le social. Et c'est parce que justement rien n'est fait dans le social, dans l'entame des grandes villes, que on arrive à ce type de dérive. Exact, je vous prends très simple. Vous voyez une ville comme Douala, sur l'action sociale, il ne revient pas naturellement, on reviendra là-dessus, à certains organismes de gérer. Il reviendrait certainement aux mairies de proximité qui sont les mairies d'arrondissement de le faire. Est-ce qu'on le fait? Non. Il revient donc aux mairies également de faire la police de proximité, cette police municipale que nous voyons partout. Si on les avait devant les établissements publics, les équipements tels que la santé, on serait mieux outils. Il s'agit donc de savoir qu'il y a des budgets qui sont affectés à ça. Et naturellement, à la 5e un budget, à la première il y en a, de l'autre côté il y en a. Mais ces budgets contribuent à ce que... Mais est-ce que toutes ces sommes sont toujours mises à contribution? Mais je vous dis que le dispositif est là. Il s'agit donc de la volonté politique de ceux qui animent, bien dans cette fois-là maintenant, les mairies pour que l'on puisse avoir un bien-être décent. Et le RDPC est très mal placé aujourd'hui pour nous donner la leçon, d'autant plus que là nous avons en grandeur nature, en monde de vision, un monsieur du RDPC qui a géré l'action sociale et qui est incapable de nous dire qu'il a fait une bonne fontaine à la 5e, qui est incapable de nous dire qu'il a accompagné quelqu'un qui était en nécessité, qui est incapable de nous dire qu'il a donné un budget qui fut-il. Pourtant, quand vous parcourez le budget de Douala 5e, vous voyez dans cette rubrique-là, au peu près 40-50 millions. Je ne sais pas s'il est comptable cette situation-là, mais ils vont nous rendre compte le plus tôt possible. Très bien. Je vous propose, avant que nous ne sortions de cette émission, d'évoquer cet incendie survenu à la communauté urbaine de Douala. Vous le savez, le feu a ravagé une bonne partie de ce bâtiment. On en parle de 40% des employés qui sont presque à la rue, qui sont obligés de quitter les bureaux incendiés de la communauté urbaine pour se retrouver dans les services déconcentrés de cette institution. Alors, Pauline Poincet, la presse s'est comme saisie de cette affaire, de cet incendie à la communauté urbaine de Douala. Pour vous, qu'est-ce que vous voulez relever en fait? Que même dans d'aussi grands bâtiments, il faut attendre à des incendies, ou alors y avait-il autre chose? J'ai lu l'intérêt de la presse par rapport à l'incendie proprement dit, mais personnellement, lorsque j'ai traité du sujet jeudi dernier, je me suis surtout étendu sur le lieu de l'incendie. Ça veut dire la communauté urbaine, parce qu'en général, j'ai voulu faire la comparaison entre cet endroit et les endroits d'incendie habituels, à savoir les marchés. Parce qu'on déplore toujours dans les marchés des boutiques qui prennent feu et des incendies qui ravagent une bonne partie de boutiques. Et en général, on pointe du doigt les branchements spontanés, on nous montre des fils entremêlés. Pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours encore, nous avons eu droit à la leçon de civisme, de morale, comment il faut passer par la sonnelle et tout. Alors j'ai dit,
qui descend sur le terrain pour dénoncer. En général, c'est la communauté urbaine. Qui descend, ce sont les employés de la mairie qui donnent des autorisations aux boutiques de fonctionner après avoir bien entendu regardé comment est-ce qu'il y a les branchements. Alors, quand ça arrive à la communauté urbaine, une fois de plus, comme par rapport à l'histoire du bébé volé à la police, je me suis étonnée. La deuxième chose qui nous a intéressés, c'était de se poser la question de savoir si c'était un incendie criminel. Incendie criminel, pourquoi? Parce que automatiquement, lorsqu'il s'agit d'un grand ou du bureau d'un grand, ou alors de ce que gère un grand, je parle en matière de fonction publique, on dit tout de suite qu'il a des choses à cacher, donc à brûler. Et il y a des gens qui murmurent qu'un tonnet serait sur la piste qui mène à l'épervier. Oui. On reviendra pour comprendre. Non, voilà. Allez-y chuter. Donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est la deuxième chose que la presse, on va s'étendre après, mais c'est la deuxième chose que la presse a regardée. Est-ce que c'était volontaire? Est-ce que c'était accidentel? Alors, Pauline Poinsé, avant de vous permettre de terminer votre propos, est-ce que la presse, justement, dans son travail autour de cette actualité-là, l'incendie à la communauté urbaine de Douala, est-ce qu'elle n'a pas beaucoup mis en relief ces supputations et ces hypothèses, plutôt que de s'intéresser, par exemple, aux causes de cet incendie? Justement, on s'est intéressé aux causes de l'incendie, mais tu sais, le contexte dans lequel nous vivons est celui de la corruption et c'est celui des gens, de ces personnalités que de plus en plus l'on emprisonne et pour le motif qui les fait emprisonner. Donc, M. Tonnet, on sait, doit avoir beaucoup d'ennemis, gère beaucoup d'argent, mais est-ce que pour autant il est exempt de soupçons? Donc, c'est pour ça que la presse s'est intéressée à la cause de l'incendie. Est-ce que c'était pour brûler? Ou bien est-ce que ce sont ces ennemis qui ont voulu mettre le feu à des documents? Maintenant, là où il nous donne raison lui-même, c'est que le lendemain, je peux même dire le soir de cet incendie, il est sorti dans les médias pour nous expliquer que, Dieu merci, c'était exactement 24 heures. Voilà, après. il nous a dit, non, il n'y a pas de souci à se faire. Ce qui a été brûlé, j'en ai copie. Je prends toujours la peine sur moi de prendre les dossiers importants pour faire copie. Maintenant, moi, Pauline Poinsé, quand j'ai traité mon sujet, j'ai dit, OK, le délégué dit qu'il est le seul qui a souvent le double de tous les documents importants. Maintenant qu'on dit que la plupart des documents ont brûlé dans ses bureaux, et étant le seul à les détenir, est-ce que c'est lui-même qui a donc mis le feu pour être le seul à détenir les seules preuves qui pouvaient l'incriminer? Est-ce que on va maintenant pas toujours dire que c'est parce que ça a brûlé qu'on a voulu... Non. Alors, est-ce que vous n'allez pas un peu loin là? Non, je ne vais pas loin. J'ai juste fait ce qu'on appelle, comment on dit, la transitivité. On a volé ici. Quand on vole, c'est pourquoi? C'est pour détruire des preuves. Et lui dit, moi, je les ai. Ces preuves-là, je les ai. Si quelqu'un a cru avoir... Maintenant, j'ai dit, l'intelligence me commande de dire, maintenant que le délégué est le seul à avoir les preuves. Donc, ça veut dire que s'il avait des ennemis qui pouvaient brandir ça pour le menacer ou pour donner à la CONAC ou aux autres, il n'y a plus de moyens de pression contre lui, puisque c'est lui seul qui a les preuves. Alors, Jean-Yves Bessel, avant de passer la parole à Maximilien Gombe, est-ce que la presse, justement, ne devrait pas beaucoup s'attarder sur les conditions dans lesquelles on a entendu parler de cet incendie? On l'a appris simplement que l'incendie serait survenu à une heure plus ou moins avancée de la nuit. Est-ce que les causes n'intéresseraient pas pour cet édifice qui est quand même public, pour ce haut lieu qu'est quand même l'hôtel de ville de Douala? Il faut reconnaître qu'un incendie à l'hôtel de ville de Douala constitue un fait exceptionnel, un spectacle. Donc les journalistes aiment souvent là où il y a le show. C'est normal donc qu'ils abandonnent le fond pour aller vers là où ça soulève des passions. Évidemment, quand il y a un incendie, normalement, on doit chercher à savoir pourquoi, comment. À ce moment-là, les autres à côté vont sortir très clairement en plein jour. Alors, je voudrais dire d'abord que ce qui nous manque au Cameroun, j'en ai déjà parlé un peu, c'est de nous adapter très rapidement à l'évolution de notre société.
nous ne sommes plus dans les villages, nous ne sommes plus dans les petites agglomérations, nous devenons de plus en plus des citadins. Douala, c'est une métropole maintenant. Or, pour habiter, pour construire dans une grande ville, il y a des règles, la réglementation à suivre, et même des règles, la réglementation à imposer. Qui impose, c'est l'administration, ça peut être les mairies, mais en fait, maintenant à Douala, c'est la communauté urbaine qui est autorisée à donner des permis de construire. Il faut poser des exigences lorsque quelqu'un vient vous voir en disant je veux construire un immeuble comme ci, comme ci, comme ça. Il faut peut-être aller voir ça de près. C'est bien cela. Non, 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 je voudrais dire qu'il faut sortir du spectacle pour commencer à s'interroger que comment la communauté urbaine a brûlé. Mais c'est très grave. Il n'y avait pas de bouche. Par exemple, à plus forte raison dans les sous-quartiers. Donc c'est un phénomène qui peut frapper n'importe quand, n'importe où. Et à n'importe quel moment. Maximilien. Merci beaucoup. Pour une fois, M. Aïssi a été très sage. C'est vrai que Douala... Enfin, vous avez nettoyé vos oreilles. Douala... Alors, parce que vous estimez qu'elle ne vous a pas bien entendu, c'est... Pas du tout, alors. Douala doit être reconstruit. Douala, dans d'autres pays, moi j'ai vu, on a déplacé la capitale, par exemple, politique, Abuja. Quand vous arrivez à... C'était Lagos. Quand on a vu que c'est devenu invivable, on allait créer. Depuis longtemps, nous vociférons ici, mais comme on a bouché les oreilles, les yeux, et autres, tout va bien, les oiseaux de mauvais augure n'ont qu'à aller où partent. La réalité, c'est là, ça nous rattrape, nous-mêmes qui ne voulons pas écouter les autres. Douala doit être reconstruit. Et depuis que le délégué du gouvernement, M. Ntoné, est là, on ne fait que dire la même chose, qu'il faudrait qu'il fasse un vrai plan de la reconstruction de Douala, y compris la communauté urbaine. C'est un vieux bâtiment, la communauté urbaine. Donc, je ne suis pas sûr que toutes les règles de sécurité sont mises en place, y compris sur les incendies. Donc, quand je dis ça, je dis, la sortie, pour moi, du délégué était maladroite. Il pouvait se taire. Parce que, justement, avec la presse, et sachant que la presse, on est là. La presse, de plus en plus au Cameroun, devient professionnelle et on a des professionnels. Et c'est toute sortie d'un responsable qui, à un moment donné, peut créer un équivoque. Et c'est pour cela que chaque fois quand, par exemple, le ministre de la Communication sort, on ne prête même plus à l'oreille parce que ces sorties sont devenues des spectacles. Donc, si j'avais été, par exemple, chargé de communication du délégué, je lui aurais dit, taisez-vous. Parce qu'il y a des moments où le silence, il faut le silence. C'est lui-même qui nous a donné la matière. Et c'est lui qui a donné la matière, a dit, est-ce que ce n'est pas lui, est-ce qu'on n'a pas fait ceci, est-ce qu'on n'a pas fait cela. Et justement, ces déclarations vont permettre aussi à Elias Zipan de dire un mot sur le sujet. Toutes ces déclarations du délégué du gouvernement autour de l'incendie, est-ce que cela a permis de situer vraiment où est la vérité, d'attendre simplement que les enquêtes qui ont été mises sur pied, à la fois l'enquête physique, j'allais dire l'enquête judiciaire, l'enquête également interne puissent aboutir? D'abord, je pense que c'est un sujet qui est très délicat, Sandrine, pour que l'on puisse... Ça, on l'a bien perçu. Voilà. Non, il est très délicat et vous savez très bien que je m'intéresse énormément, vous savez bien, je m'intéresse énormément sur les collectivités. Mais tout à l'heure, je me serais attendu que M. Aïssi Bessala, qui est expert immobilier, puisse quand même décrire l'aspect pour que nous comprenions très bien le sujet. C'est un bâtiment qui date depuis 1956, qui est séparé par des contreplaquets. Les bureaux des adjoints des délégués de gouvernement sont faits en contreplaquets, qui a connu 3 sinistres en 9 ans de gestion des délégués du gouvernement. Tous les 4 ans, il y a un incendie. Première question aussi simple. Et c'est ce qu'un expert comme M. Aïssi Bessala, il y a des recommandations à chaque sinistre. 2007, incendie de la salle de Koto, recommandation. Qu'est-ce qui a été fait? 2011, le cabinet du délégué lui-même a brûlé. Recommandation, qu'a-t-on fait? Pauline Poincier l'a si bien dit. Est-ce que les bouches d'incendie ont fonctionné? Est-ce que les budgets ont été décaissés? Est-ce qu'il y a la maintenance? Est-ce qu'il y a des détecteurs de fumée? Il y a autant de sujets sur le bâtiment en lui-même. Maintenant, quels sont ceux qui peuvent avoir raison de dire que le délégué du gouvernement gagnera en ce qui est incendie? Ou c'est les ennemis? Mais lorsque l'on penche du côté du délégué du gouvernement, il n'en rassure pas moins.
que ça peut être lui. Il a du mal à partir avec son propre personnel. Le chef de l'État lui a gratifié par un décret présidentiel en faisant de lui délégué du gouvernement. Le même chef d'État prend un décret pour augmenter les salaires du personnel de 5%. Depuis 9 mois, il ne l'applique pas. Il peut avoir des ennemis. De la même manière, il fait des nominations fantaisistes. Il peut avoir des ennemis. De la même manière, lui-même, il n'est pas exempt de mode d'éjection. Il a une gouvernance complètement archaïque. Il s'oppose au préfet. Et le même jour, le gouverneur est venu visiter les lieux, a fait une déclaration en disant que l'enquête devait suivre son cours. Qu'est-ce qu'il a gagné à faire une autre conférence de presse? Je n'en comprends pas. Il veut rassurer qui? Il veut défendre quoi? On ne comprend pas trop bien. Et puis tout ça pour terminer. Le délégué du gouvernement, il gère un budget. En 2013, l'excédent était de 4 milliards. C'est-à-dire qu'il n'a pas consommé 4 milliards. En 2013, c'était de 4 milliards. En 2012, c'était 4 milliards. En 2013, c'était 8 milliards. En 2014, 15 milliards. On ne peut pas avoir autant d'argent et dire qu'on n'a pas d'ennemis. Pourquoi garde-t-il autant d'argent pour ne pas consommer? Donc, Non, il y a des sujets extrêmement importants. C'est sur lesquels on peut. On est en train de sortir. Et bien entendu, bien entendu, il a eu l'incendie le lundi. Mais avant le lundi, dimanche, il y a eu un incendie au marché central. Et le marché central a brûlé. C'est lui, le délégué, qui avait fait la recommandation. Pourquoi il s'immisce dans le délégué? Pourquoi il s'immisce dans la gestion au marché du rail? Et puis donc, le jour au marché central, pour ne prendre que le cas que je maîtrise bien, vous le savez bien, Sandrine Dambla, j'ai travaillé pour la reconstruction. La maintenance a été faite. Il y a de l'argent dans un compte. Il nomme des individus qui doivent violer les délibérations qui lui sont imposées. Alors, il y a tellement de sujets sur lesquels on ne sait même pas par où commencer. Et sur lesquels on pouvait il est dépassé par la ville. De grâce que le ministre de l'administration du territoire, qui est en charge de l'éjection de la collectivité, et qui a le pouvoir régalien, parce qu'il est délégué du gouvernement, donc il appartient certainement par délégation de pouvoir au gouvernement, que ce ministre vivement qui vienne très vite pour mettre un peu de l'ordre dans cette cacophonie ambiante, dans ce bicéphalisme qui veut imposer, où il ne respecte ni le préfet, ni le délégué. Très bien. On est malheureusement arrivé au thème de l'émission, Pauline Poincier. Peut-être on trouvera l'occasion, puisque la presse va certainement s'y intéresser davantage, d'évoquer à nouveau ce cas d'incendie à la communauté Ben de Douala. Merci donc à vous, chère madame. Merci également à vous, très chers messieurs, d'avoir accepté d'être avec nous sur ce plateau. Nous remercions également à vous, très chers téléspectateurs. Merci d'avoir été au rendez-vous. À dimanche prochain. Au revoir.